Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Libaud, et merci également aux organisateurs du séminaire pour l'invitation. Alors, donc, dans les temps qui m'est imparti, je vais essayer de vous présenter la question très délicate du pouvoir du juge national en cas de fraude aux règles européennes de coordination des systèmes de sécurité sociale. Donc, plus précisément, il s'agira justement de s'épancher sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne et d'examiner la marge de manœuvre qui est laissée au juge national, aux juridictions nationales, en cas de fraude au certificat 1.1. Donc, un certificat qui a été évoqué, un document qui a été évoqué évidemment à plusieurs reprises au cours de ce séminaire et qui atteste de l'affiliation d'un travailleur au régime de sécurité sociale du pays de l'institution émettrice, donc en cas de détachement du pays d'origine. Alors, je le précise tout de suite, à la lecture de la jurisprudence de la Cour de justice, on s'aperçoit très rapidement, ça a été déjà dit, que la marge de manœuvre qui est laissée au juge national, aux juridictions nationales, est particulièrement réduite. À tel point qu'on peut se demander, avec l'avocat général qui a rendu des conclusions sur les fameuses affaires Altun et Vueling, si cette jurisprudence n'aboutit pas, in fine, à tolérer, voire à cautionner la fraude. Donc, pour y voir plus clair, je vous propose une analyse en 3 temps. Il s'agira tout d'abord de poser les termes du problème, ensuite de constater les difficultés d'accès au juge en cas de fraude au certificat 1.1 et enfin d'explorer les voies d'amélioration possibles, quelques voies d'amélioration possibles. Alors, je commence donc par les termes du problème. Alors, lorsqu'ils sont confrontés évidemment à une fraude aux règles de coordination des systèmes de sécurité sociale, les juridictions nationales sont censées respecter un double impératif, ça a été déjà dit. Alors, le premier impératif est bien évidemment celui de la lutte contre la fraude aux droits de l'Union européenne. N'oublions pas que le juge national est considéré comme le juge de droit commun de l'Union et que lorsqu'il constate une mobilisation frauduleuse des dispositions européennes, il a non seulement la faculté, mais aussi et surtout l'obligation d'y mettre fin. Bon, en droit de la sécurité sociale, on sait que la fraude consiste assez souvent en une fraude au certificat 1.1. Par exemple, on est en présence d'une telle fraude lorsqu'une entreprise obtient le certificat 1.1 sur les fondements des règles relatives au détachement, alors qu'elle n'exerce aucune activité significative dans le pays où elle est établie et ne fait finalement qu'envoyer des travailleurs dans un autre État membre. Cela correspond justement au fait de l'arrêt Altun du 6 février 2018. Et il en va de même d'une compagnie aérienne qui obtient le certificat 1.1 sur la base toujours du détachement, alors que les travailleurs concernés sont en réalité occupés de façon permanente au sein d'une base d'exploitation de la compagnie en question. Et vous l'aurez compris, cela correspond au fait de l'arrêt Vueling, donc du 2 avril 2020. Alors, le second impératif maintenant consiste à respecter la fameuse procédure de dialogue administratif entre les institutions de sécurité sociale compétentes qu'on a déjà évoquées. En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, ce certificat crée une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale de l'État de l'institution émettrice, donc en cas de détachement de l'État d'origine, du pays d'origine. Donc, de ce fait, il s'impose aussi bien aux institutions qu'aux juridictions des autres États membres qui, au nom des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, ne peuvent pas soumettre le travailleur à leur propre système de sécurité sociale avant, bien sûr, le retrait du certificat par l'institution émettrice. Alors, du reste, en cas de désaccord entre les institutions concernées, une seule voie est a priori possible, et c'est la saisine de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale. Et enfin, si l'institution émettrice ne se conforme pas en éventuel avis de retrait, avis émis par cette commission administrative, l'État d'accueil peut, selon la Cour de justice, engager une procédure en manquement devant la CJUE justement. Alors, voilà donc les deux impératifs qui doivent être mis en balance en cas de fraude au certificat 1.1. Bon, en droit interne, on sait que dans une série d'arrêts rendus en mars 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait clairement privilégié l'impératif de l'interdiction de la fraude sur le dialogue administratif.
Cependant, cette position n'est absolument pas partagée par la Cour de justice de l'Union et cela nous amène justement au deuxième temps de l'analyse sur les difficultés d'accès aux juges en cas de fraude au certificat 1. Alors, dans ces arrêts Altun et Vueling, la Cour de justice a ouvert une brèche dans sa jurisprudence constante en matière de certificat 1.1. C'est-à-dire que pour la première fois, elle a admis que les juridictions de l'État d'accueil puissent écarter les certificats en question en cas de fraude. Cependant, les exigences qui sont posées par la Cour pour saisir le juge de l'État d'accueil, justement, sont si strictes que cette possibilité apparaît malheureusement largement théorique. Et ici, une distinction doit être faite, je pense, entre les organismes de sécurité sociale, donc la saisine du juge par les organismes de sécurité sociale, les institutions compétentes de l'État d'accueil et les travailleurs pris individuellement qu'on a évoqués à l'instant. Alors, concernant les organismes de sécurité sociale, la Cour de justice indique que lorsque ceux-ci disposent d'éléments qui donnent à penser que les certificats ont été obtenus de façon frauduleuse, ils ne doivent pas constater l'existence d'une fraude, mais enclencher la procédure de dialogue administratif, c'est-à-dire s'adresser dans un premier temps à l'institution émettrice de façon prompte. D'ailleurs, ça a été ajouté par l'arrêt Vueling du 2 avril 2020. Plus encore, et cela est important, la Cour précise que c'est uniquement lorsque l'institution émettrice s'abstient de réexaminer le bien fondé de la délivrance de certificats dans un délai raisonnable que ces éléments peuvent être invoqués plutôt, dans le cadre d'une procédure judiciaire. Donc, pour le dire autrement, l'accès au juge de l'État d'accueil par les institutions de cet État est subordonné à l'inertie totale de l'institution émettrice. En revanche, si l'institution émettrice estime que les certificats n'ont pas été obtenus de façon frauduleuse, les seules possibles sont celles de la saisine de la commission administrative qu'on a évoquée à l'instant et le cas échéant de la CJE par un recours en manquement. Or, évidemment, on sait combien ces voies peuvent s'avérer longues et incertaines et donc impropres à mettre fin de façon rapide et efficace à une situation de fraude sociale. Alors, s'agissant maintenant des travailleurs pris individuellement, les décisions récentes de la Cour de justice, on l'a déjà dit, les laissent complètement de côté. Donc, les travailleurs qui s'estiment lésés dans leurs droits sont confrontés à une double difficulté. Outre qu'ils n'ont aucune prise sur le dialogue administratif entre les institutions de sécurité sociale compétentes, leur accès au juge est subordonné à une éventuelle décision de retrait du certificat par l'institution émettrice ou en versement à une inertie totale de la part de cette institution. Bon, certes, comme l'a observé la Commission européenne lors de l'audience de l'affaire Vueling, les travailleurs, comme d'ailleurs les organismes de sécurité sociale, ont toujours la possibilité de saisir le juge de l'État d'origine. Bon, cependant, dans des circonstances telles que celles de l'affaire Vueling, où la plupart des travailleurs habitaient et travaillaient en France, et n'avaient jamais vécu dans leur prétendu état d'origine, donc en Espagne, cette possibilité apparaît largement illusoire. Donc, il en résulte, on le voit, une grande difficulté pour les travailleurs concernés de faire valoir leurs droits en cas de fraude, voire une atteinte au droit en recours effectif. C'est pourquoi on attend effectivement avec impatience la décision du 31 mars. Sur ce point. Alors voilà donc l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice, jurisprudence qui, on le voit clairement, fait primer la procédure de dialogue administratif sur la lutte contre la fraude. Et en particulier, on s'étonne de l'ampleur du pouvoir qui est accordé finalement à l'institution émettrice, dont la position n'est cependant pas tout à fait neutre, il faut le dire, puisqu'elle a intérêt à ce que les travailleurs concernés restent affiliés à son propre système de sécurité sociale. Donc, reste maintenant à savoir quelles sont les voies d'amélioration possibles, quelles sont les voies d'une meilleure mise en balance de deux impératifs en cause, donc interdiction de la fraude, bien sûr, et respect du dialogue administratif entre les institutions compétentes. Et donc, cela m'amène au troisième temps de cette présentation, sur les voies d'amélioration possibles, les quelques voies d'amélioration possibles. Alors, avant toute chose, force est de constater que les perspectives d'une évolution de la jurisprudence de la Cour sont
pour le moment, de la Cour de justice, j'entends, sont pour le moment extrêmement faibles. Certes, dans son arrêt Bouygues Travaux publics du 14 mai 2020, la Cour a précisé que le certificat 1.1 ne s'étend pas aux questions qui sont relatives au droit du travail, mais cela ne change rien par rapport à sa jurisprudence constante en matière de sécurité sociale qui, elle, se trouve au contraire confirmée. Donc, si évolution il y a, elle viendrait plutôt, à mon sens, du législateur européen, à l'occasion notamment de la révision des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale. Et à cet égard, deux solutions, au moins, pourraient être envisagées. Alors, une première solution assez radicale serait de dissocier complètement la question du dialogue administratif entre les institutions compétentes de celle du pouvoir du juge national, du juge de l'état d'accueil en cas de fraude, dans les cas particuliers de la fraude. Autrement dit, il s'agirait tout simplement d'introduire une exception au déclenchement de la procédure du dialogue administratif en restituant au juge national son rôle central dans la lutte contre la fraude. Alors, préconisé par l'avocat général, qui a rendu encore une fois des conclusions sur les affaires Altun et Vueling, cette solution paraît assez équilibrée, puisqu'elle elle garantirait, si vous voulez, le respect aussi bien des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, auxquels la Cour de justice est particulièrement attachée, que du principe général d'interdiction de la fraude. Cependant, il faut noter que les différents projets de révision des règlements de coordination ne contiennent malheureusement aucune disposition en ce sens. Pourtant, je pense que ça pourrait être une piste intéressante. Une seconde solution maintenant, plus modeste, serait tout simplement de renforcer les obligations de coopération qui pèsent non pas sur l'institution du pays d'accueil, qui elle, on vient de le voir, est quand même a beaucoup d'obligations déjà en vertu de la jurisprudence de la Cour, mais sur l'institution émettrice. Et plus précisément, il s'agirait d'instaurer à la charge de cette institution une triple obligation. Une obligation, bien sûr, de réexaminer les conditions de délivrance de certificats dans un délai court et précis, qui serait précisé donc et indiqué par les textes, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On parle de délai raisonnable, mais il n'y a pas de délai précis indiqué par les textes. Ensuite, une obligation de prendre position de façon motivée, donc ne pas rendre une décision purement formelle, mais prendre une décision motivée à l'issue d'une véritable enquête. Et le cas échéant, une obligation évidemment de retirer les certificats si elle estime qu'on est en présence d'une fraude immédiatement et avec effet rétroactif. Bon, en ce sens, l'un des projets de révision de règlement de coordination prévoit, et là je le cite, que lorsqu'elle constate en cas de fraude irréfutable commise par le demandeur du document, l'institution émettrice retire ou rectifie immédiatement le document avec effet rétroactif. Donc, voilà, espérons que lorsque les travaux de révision seront repris, les institutions européennes saisiront justement l'occasion pour détailler cette disposition et ce faisant, d'ouvrir la voie à une saisine plus rapide et plus efficace du juge de l'état d'accueil. Je vous remercie de votre attention.